Bonjour, bienvenue dans la semaine du moucheur, le magazine qui s'adresse aux pêcheurs à la mouche et à ceux qui ont vraiment envie de le devenir. Pour devenir pêcheur à la mouche, on pense dans ce magazine qu'il est important de bien connaître son environnement. Nous commençons par la rubrique « L'environnement du pêcheur ». Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, nous nous trouvons en haute montagne. En effet, depuis les dernières années, plus en plus de pêcheurs, notamment des moucheurs, préfèrent d'aller loin des civilisations, loin des villes pour monter en montagne et faire la pêche randonnée. C'est un biotope particulier et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici dans les Pyrénées-Atlantiques, en Sainte-Engrâce, avec un torrent de montagne très bien peuplé en truites sauvages. Quels sont les principes de pêche et d'écologie dans ces biotopes comme ceci? Premièrement, nous avons une pente importante, c'est-à-dire les montagnes sont à pic et l'eau a parcourir une pente très importante, donc l'eau va avoir une vitesse d'eau élevée. On a toujours compris que l'eau rapide fait érosion, enlève tout le petit substrat et donc il reste que des cascades, des blocs, vraiment de grosses roches qui constituent ici le lit de la rivière. Ça a immédiatement évidemment des conséquences sur les insectes qui vivent dedans. On n'a donc pas des insectes qui vivent normalement sur des fonds sable vaseux. On n'a pas non plus ceux-là qui sont dans des herbiers car ils ne se trouvent pas. La truite a donc une nourriture constituée des larves éphémères, trichoptères et plécoptères, adaptées à des gros courants. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, ces rivières-là sont toujours très structurées. C'est-à-dire chaque petite chute d'eau, chaque caillou, chaque roche crée un biotope favorable pour une truite. Vous avez donc des truites derrière chaque caillou, dans chaque poule vous en trouvez. Alors maintenant, tout ça c'est super, l'eau est propre, c'est un environnement magnifique. Alors il y a un petit bémol, c'est que les truites grossissent mal. On a des truites qui ne sont pas très grosses. Et parfois même des truites qui ont une grosse tête et derrière quasiment qu'une queue. Alors on entend à ce sujet beaucoup de gens parler. La plupart d'entre eux disent tout simplement que le biotope est pauvre. C'est-à-dire que les truites, ils errent dans tous les trous et ils ne trouvent rien à manger. Et ça, c'est une erreur. Car, qu'est-ce qui concerne des larves de porte-bois, qui a fait des randonnées en montagne et a vu, ils sont beaucoup plus gros en montagne que dans la plaine. Donc la nourriture ici, elle est abondante. Ce sont des insectes qui sont habitués à l'eau froide. Ils ont même besoin des températures froides pendant toute l'année. Alors quel est le problème? Mais le problème est inversé. C'est la truite, elle, ne peut pas profiter de cette nourriture ici parce que l'eau, pendant la plus grosse partie de l'année, est très froide. Et c'est ça le problème. On a compris depuis longtemps que les eaux entre 8 et 12 degrés constituent pour la truite vraiment un potentiel de nourriture, de grossir, d'être en bonne forme. Or, ici, les eaux sont pendant plusieurs mois, plus de 6 mois par an, en dessous de 6 degrés par la fonte des neiges et par les gels. Dans ce biotope ici, l'eau est froide la plupart du temps pendant l'année. Donc, la truite qui a besoin d'au moins 6 degrés, de préférence 8 ou plus, ne peut se nourrir que pendant très peu de temps dans l'année. Donc, elle a à peine du temps de grossir un peu, de grandir, parce qu'il faut savoir que les os de la truite sont génétiquement programmés et grossissent de toute façon. Et donc, c'est pour ça qu'on a des truites à grosse tête et à petite queue. C'est la seule raison. Et la plupart des nourritures qu'elle peut prendre sert à faire des gonades pour se reproduire. Donc vous voyez maintenant pourquoi les truites en montagne sont petites. Tout simplement, il fait froid pendant une grande partie de l'année. Alors bien connaître son environnement, bien connaître la vie des truites, c'est une chose, mais bien sûr, il faut, une fois que l'on a vu les truites, il faut savoir lancer correctement. Et en plus, nous, on essaie de vous apprendre comment prendre du plaisir à lancer. Alors, chaque semaine, ou plus exactement une semaine sur deux, c'est la leçon de lancer autrichien.
Aujourd'hui, dans technique et matériel, nous avons encore notre leçon du lancer autrichien. La dernière fois, on a parlé à quoi sert le lancer. On a appris qu'il sert avant tout, naturellement, de viser à atteindre le poisson, qu'il sert aussi en cas de pêche en sèche ou en émergente de sécher la mouche, donc que continuer à flotter la surface et qu'on la voit bien. Mais on a vu qu'il sert surtout à rendre votre mouche attachée à un fil libre comme une vraie. Et donc on a appris que c'est le poser qui vous donne cette chance-là. Alors, pour le poser, il faut savoir que s'il y a tension entre votre mouche et vous, immédiatement, elle ne dérive plus naturellement, mais elle va dériver à une vitesse supérieure à l'eau. On appelle ça draguer. Si elle fait ça, aucun ombre déjà, et dans la plupart des cas, aucune truite vous prendra votre mouche. Il faut donc absolument que votre mouche dérive naturellement, sans aucune tension. Donc, le jeu consiste à viser le poisson, bien précisément, mais en même temps de lui donner du mou dans votre soie pour que la mouche peut partir. Alors, l'entraînement est comme toujours, notre éternel geste qui vient de l'épaule, tout doucement, avec l'index bien sur la canne, et on vise devant un cerceau. Vous pouvez mettre chez vous un cerceau par terre ou un bout de bâche ou une assiette comme ici. Et donc, vous vous entraînez de libérer votre esprit du geste qui maintenant vous avez bien appris et vous vous concentrez sur votre objectif qui est pour vous devant la truite symbolique qui est ici dans une assiette déjà. Donc, on ne pense plus maintenant à ce stade au geste arrière-devant. On oublie. Donc maintenant, ça se fait naturellement et on y arrive devant. Hop, on dit elle est là-bas, je vais lancer. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment pas faire? C'est ce geste-là. Vous voyez bien, observez bien, c'est tout étendu de moi jusqu'à la mouche. Donc, la mouche, elle est immédiatement, quand elle est sur l'eau, en tension avec vous. Donc, il ne faut absolument pas tendre votre bras, tendre votre canne et tout droit devant. Ça ne marche pas du tout. Là, vous allez avoir jamais les touches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, c'est tout simplement de lancer comme ça et laisser la canne en l'air et voilà. Alors maintenant, vous voyez de suite que vous avez mesuré forcément plus loin que votre truite et vous avez donc en fait retiré en levant la canne la mouche à la bonne hauteur de la truite et maintenant si vous baissez ici, hop, ça vous fait une réserve de 3 mètres de fil. Et ça c'est important parce que là la mouche bien pressentée va dériver naturellement. Alors on vise notre assiette, on met un petit bout de laine et on ne le fait jamais droit comme ça. On fait toujours, on vise l'assiette quand même, mais en l'air, hop, vous voyez, et il y a du mou toujours. Entraînez-vous déjà chez vous sur une petite assiette en laissant la canne en l'air et ça vous donne du mou. Ça c'est important, il est uniquement comme ça que vous allez prendre des poissons et pas que bien lancer. Une dernière fois, on lance et on pose tranquillement en l'air. Et là, on a du mou. Bon, alors bien sûr, hein, d'ici la prochaine séance de lancer autrichien, il va falloir sortir la batterie de cuisine et bien vous entraîner pour poser la mouche dans l'assiette. OK? Alors, pour l'instant, allons à l'atelier et retrouvons Eric pour monter une magnifique mouche en cul de canard. La mouche de cette semaine est tout naturellement aussi indispensable que tous les autres de toutes les semaines avant et ceux-là qui vont venir. Cette semaine, je vous parle de la Loopwing CDC Emerger. Ça, c'est super, c'est évidemment, ça vient d'Angleterre cette fois-là. C'est Taft Price, donc un très célèbre pêcheur à la mouche anglais qui l'a inventé. Et en effet, parlons simplement, c'est une émergente d'éphémère qui s'est créée et qui se monte avec le CDC cul de canard. Donc en fait, c'est une mouche qui se pêche dans le film quand il y a des émergences d'éphémères et des grosses truites sont à l'affût de ces mouches-là.
Voyons comment elle se monte au tableau blanc. Ici, on prend un hameçon, tige longue, 2 fois long, pour bien montrer les éphémères qui ont des corps très allongés, comme toujours avec ou sans ardillon. On va ensuite fixer des cercles en faisant 3 cercles comme tous les éphémères. Ensuite, on va réaliser un abdomen en dubbing jusqu'aux 3/4 devant, donc fin et allongé. On va fixer la plume de cul de canard vers l'arrière en attente, car elle va créer le thorax, la boîte à ailes plutôt. Le thorax, lui, va être créé avec un dubbing pour bien donner du volume et bien plus foncé que l'abdomen. Ensuite, on va rabattre la plume et c'est ça le loop wing, donc ça va faire le loop, un rond, qui va donc faire la boîte à ailes et on va laisser quelques fibres qui vont aller des 2 côtés en arrière. Et voilà, la mouche elle se présente ainsi et voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut pour la monter en matériel et en matériaux. Pour réaliser cette mouche, comme toujours, il nous faut une étau qui tient bien notre hameçon. Ensuite, il nous faut une porte-bobine avec du fil de montage. Il nous faut, si le fil casse, un enfileur ou un passe-fil. Bien entendu, il faut des ciseaux, un petit ciseau très fin courbé, un ciseau un peu plus grand pour couper des matériaux plus grands. Ensuite, comme d'habitude, une aiguille à dubbing pour réaliser la goutte de vernis pour la tête, une pince à hacle facultative pour cette mouche-là, mais peut quand même servir, et ensuite, évidemment, une goutte de vernis pour finir. Concernant les matériaux, d'abord des hameçons, donc des hameçons à tige longue pour imiter bien les éphémères. Ensuite, des cercles seront réalisés par la queue de faisan. Donc ici on a un vénéré, ici on a un queue de faisan coq mâle, ici on avait un faisan coq mâle teinté marron. C'est à vous à choisir, c'est selon vos goûts. Ensuite, l'abdomen va être fait avec du dubbing extra fin, poli, léger, d'une couleur crème pour imiter plutôt une olive, donc un type Baitis. Ensuite, donc, on a des culs de canard. Donc, je ne vous dis pas toutes les couleurs qui peuvent exister et que vous pouvez essayer. Pour ma part, je préfère des plumes naturelles. Donc, on va mettre ici une plume naturelle qui est gris clair, léger. Pour finir le tout, nous prenons pour le thorax du dubbing d'oreille du lièvre mélangé avec du anthrone qui existe dans une grande variété de couleurs. Je prendrai ici pour cette mouche-là un thorax assez foncé, donc du olive foncé ou du marron carrément. Voilà, mettons-nous maintenant à l'étau et réalisons cette mouche. J'ai déjà fixé l'hameçon et je commence à enrouler mon fil de montage et je deviens un petit peu hésitant parce que je ne sais pas très bien quelle queue de faisan que je vais prendre. Alors, est-ce que c'est le vénéré qui a fini en pâté en croûte ou est-ce que c'est le pheasant coq qui a fait une ballotine? Donc, je suis partagé, c'était bon tous les deux. Bon, mais comme la dernière fois j'ai pris le doré, ou le vénéré plutôt, je prendrai aujourd'hui le pheasant normal. Alors, soyons sérieux, ici, on met des cercles, donc on mesure, mais des cercles d'éphémères, qu'est-ce qui concerne le stade de larve, sont beaucoup plus courts, et donc beaucoup plus courts que la longueur du corps. On prend que la moitié, donc. Donc on le fixe ici, à peu près la moitié. Voilà, on voit qu'ils ne sont pas très longs. Par hasard, et avec beaucoup de chance, j'en ai pris juste 3, car vous savez bien que tous les éphémères ont 3 cercles, sauf une exception comme toujours, l'Epéorus, une larve plate. Mais aujourd'hui, j'ai dit, nous imitons des petits olives, des Baitidae. Alors là, on met le dubbing, on commence derrière, on forme un corps très fin, comme toutes les éphémères. On arrive devant, pile avec la quantité qu'il faut
à peu près à 2/3 pour former l'abdomen. Donc ici, c'est du polypropylène autoflottant, clair. Ensuite, la plume de cul de canard qui va servir de faire la boîte à ailes, mais aussi des pattes, se fixe par la tête. Donc on voit bien que en arrière, on a le gros de la plume. On coupe, qu'est-ce qu'il y a devant en trop. Il faut toujours travailler proprement et toujours immédiatement enlever l'excédent. Ensuite, nous allons donc former le thorax avec le dubbing d'oreille de lièvre mélangé avec du Antron. Donc ça s'appelle, le nom de marque c'est Harris Ear Plus. Donc c'est un dubbing qui est très élastique, très doux, très mou et qui brille bien. Alors là, on va former un thorax un peu volumineux pour vraiment montrer que c'est une éphémère qui est en train d'éclore. Voilà. Voyez-vous, ça c'est fait. Donc on remarque ici très bien et très important que l'abdomen est toujours beaucoup plus clair que le thorax. Toutes les éphémères, c'est comme ça. Si vous montez des mouches qui sont olives, vous prenez olive claire derrière et olive foncée devant. Si vous montez des mouches marron, c'est pareil, toujours pareil. Et même des stades d'imago et subimago sont toujours faits de la même manière. Maintenant, plions donc en loop wing la plume vers devant et on voit bien qu'on crée la boîte à ailes en forme d'un rond. Vous voyez bien? Donc, l'avantage, c'est ça imite parfaitement le stade. Et d'autre côté, on voit très bien qu'entre le thorax et entre la boîte à ailes, il y a de l'air. Donc, quand vous pêchez cette mouche qui doit impérativement pas être graissée, mais elle reste comme elle est, vous allez toujours avoir des bulles d'air juste en dessous de la plume. Et ça va faire que votre truite prend la pointe vraie, parce qu'on sait que quand l'émergence se produit, c'est une bulle d'air qui se fait entre la nouvelle mouche, donc le subimago qui est dedans, et entre la peau de la larve qui est en train de mourir. Et donc cette bulle d'air est parfaitement bien représentée ici. Maintenant, finissons notre tête avec 3 demi-clés. Hop. Hop. On coupe le fil. Là, j'ai laissé un petit bout. On va rectifier le tir, comme sur les faisans. Et on termine avec une goutte de vernis, comme d'habitude, pour la solidifier. À vrai dire, si j'aurais cueilli une mouche pour pêcher toute la vie et toute l'année, mais ce sera évidemment, comme toutes les semaines, celle-là. Alors vous le savez maintenant, certainement, si vous suivez régulièrement cette émission, une fois par mois, c'est la revue de presse dans laquelle nous vous présentons les magazines qui nous ont plu, qui nous ont irrités, et les trouvailles d'Éric dans sa bibliothèque ou en chinant par-ci par-là pour trouver des livres sur la pêche. Je vous présente ce mois-ci le guide national de l'école française de pêche avec une couverture très achalante, superbe, avec un pêcheur en rivière qui dérive certainement une rivière du Wyoming ou du Yellowstone et qui, en bas aussi, présente un couple fort heureux de la pêche à la carpe. Effectivement, vous voyez Stéphane Sens et son équipe qui vous présentent ici un tas de guides de pêche, des animateurs sur toute la France, aussi bien en rivière, en lac et même en mer. Et notamment, j'ai trouvé Pascal Gadra qui vous présente la pêche du requin bleu à la mouche. Je trouve que c'est sympa et je pense qu'on va faire une destination de pêche de nous bientôt avec lui. Ensuite, nous avons pêche sportive, les 1000 meilleurs coins de pêche en France. Il faut vous dire qu'il n'est plus en kiosque actuellement et vous pouvez le commander chez Pêche Sportive. Vous trouverez leur adresse sur notre site internet. En effet, il y a
une grosse quantité de spécialistes et des pêcheurs du terrain qui sont réunis et qui en donnent leur énergie pour vous faire partager leurs connaissances, et c'est très très bien fait. La seule chose, si je puisse dire quelque chose, est que en dehors de couper ce guide par région, j'aurais peut-être dit que pour des débutants, une séparation par type de pêche ou par poisson aurait aidé surtout le néophyte à trouver plus facilement près de chez lui qu'est-ce qu'il cherche. Ensuite, une nouvelle revue Pêche Facile. Ils sont à leur 2e numéro. Ils ont un édito signé par Merlin Le Flotteur qui est quand même bien encourageant parce qu'ils reçoivent beaucoup de félicitations. Et on a, qu'est-ce qui nous intéresse à nous surtout, un cahier intérieur de pêche à la mouche en sèche, truite à la mouche, prendre la mouche, qui est présenté un peu comme votre ordinateur, comme votre bureau de votre ordinateur ou comme Internet. Bon, il est vrai que c'est une nouvelle présentation, c'est surprenant, parfois on ne comprend pas très bien, c'est un peu mélangé, mais bon, c'est intéressant, on verra dans les prochains numéros qu'est-ce que ça devient. Nous suivons avec le moucheur, par des articles intéressants, donc notamment par Roger Leleu qui parle d'une rivière de Norvège qui m'a beaucoup plu parce que c'est très simple et on a envie d'y aller. Ensuite aussi par François Grébeau qui a parlé de la Gaspésie et de la Godbout. Ensuite, il faut dire que des mouches de Mr. Victor Gonçalves sont toujours un peu surprenants, surtout quand on voit l'émergente Dignita qui présentée ici, qui ne peut pas être une, donc je pense qu'il y a une erreur de texte, sinon c'est pas possible. Et ensuite, il y a quand même un article qui m'a quand même un petit peu choqué, c'est que Tribulation d'un débutant à la Lose, le monsieur Nicolo, s'il ne sait pas que dans une grande rivière, on prend un vadère, si on n'est pas sûr dans le courant, on prend un bâton de wading, et si on prend un poisson, si on peut le prendre à la main, on prend une épuisette, bon, je ne sais pas, il va falloir réfléchir. Bon, ayons des choses plus rigolos et plus sympas, et on arrive au Les Magasins de voyage de pêche. Donc là, c'est sur la plume d'André Capio. Comme d'habitude, c'est un rêve. Ça me donne envie d'y aller, c'est super. On voit de l'eau claire, on voit des poissons surtout, ce qui n'est pas toujours le cas en France. Et j'ai remarqué les vallées d'Émeraude. Donc on a parlé de Slovénie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est super sympa. C'est un article très très bien fait et on sera bientôt pour faire des émissions pour vous. Et ensuite, la baie de l'Ascension, vol au-dessus du nid de Bonnefiche. Bon, le titre, c'est un peu dur parce qu'on n'a pas envie de voler au-dessus du nid de coucou. Donc, j'aurais trouvé notre titre, mais bon, l'endroit est super, la revue est bien, il y a de belles photos, c'est super. Je finis avec le pêche-mouche. Donc, la revue, quand même signée par Fabrice Monel. Bon, c'est très très bien fait, c'est comme d'habitude, c'est anglo-saxon, c'est des photos superbes. C'est des articles qui sont bien faits, c'est une mise en page qui est nette, qui est nickel, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. J'ai remarqué le dossier saumon qui est très très bien fait. Et j'ai trouvé aussi un article très très intéressant, c'est l'article sur la mémoire de l'Allier avec Louise Mollon sur ensuite des mouches à saumon avec des montages vraiment à l'ancienne, superbes, avec des mariages des plumes d'oie, c'est super. Ça nous donne directement le lien avec un livre que je vais vous présenter cette fois-là. C'est Edwardians Go Fishing. C'est un livre anglais de la pure tradition 19e, donc victorien anglais, par George Cornwallis West, qui est un livre que je n'ai pas trouvé chez Emmaüs cette fois-là, mais que je trouvais chez un bouquiniste à Londres. Et c'est un livre qui est magnifique par son esprit, par sa noblesse et par de la manière qu'on traite la pêche. Parce qu'à l'époque, ils ne pêchaient pas avec des 30 centimes, ni avec des 10 centièmes ou 6 centièmes. On pêchait tout simplement avec des bas de ligne et en gûte. On pêchait avec des mouches grossières et simples, sans tout ce attirail qu'on a aujourd'hui. Et on en prenait beaucoup de poissons. Et ce livre qui traite toute une histoire d'un pays et toute une culture, traite aussi la biologie des truites de mer et du saumon, des rivières des truites, des rivières des saumons. Et on voit des personnages qui sont ici en photo, qu'on voit aussi bien que le River Keeper que d'autres. C'est vraiment superbe, je vous conseille, si vous le trouvez, achetez-le. À bientôt.
Bien oui, c'est effectivement un livre tout à fait agréable à feuilleter, mais aussi à lire pour peu que l'on maîtrise un minimum d'anglais. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous avez une revue favorite ou vous éditez une revue que l'on n'a pas encore présentée. C'est peut-être tout simplement qu'on ne la connaît pas, car à notre kiosque à côté du studio, eh bien, il n'y a peut-être pas toutes les revues, alors vous pouvez toujours nous les envoyer. Et puis vous pouvez aussi interroger le site de la chaîne, dans lequel vous aurez aussi d'autres renseignements. Mais si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, vous pouvez nous interroger et nous passer un coup de fil ou demander à Eric poser à Eric d'autres questions au 05 59 650 432.